On est parti en grève le 26 mars 2018, donc, suite au licenciement de Gaël Durand, notre représentant syndical Sud. Après, grosso modo, presque 10 ans de procédure, ce gouvernement a réussi l'exploit de le faire virer de la poste. Mais quelque part, cette grève à laquelle on a aggloméré le licenciement de Gaël ayant provoqué l'agglomération des revendications professionnelles qu'on pouvait avoir, c'est-à-dire ce que la Poste met depuis des années sur la table, c'est-à-dire traiter les gens en grève comme des voituriens, c'est-à-dire qu'on est exploitable à Bercy comme dans beaucoup d'entreprises, mais la Poste a quelques longueurs d'avance, si je veux dire. Donc on a aggloméré suite au licenciement de Gaël, on a aggloméré toutes nos revendications et on est parti en grève. Voilà. Donc c'est très long, mais grâce à cette grève, si j'ose dire, on a obtenu un truc qui est incroyable, c'est que malgré l'acharnement de la Poste à virer Gaël, la justice lui a accordé ce que la Poste ne voulait pas, hein, c'est-à-dire que malgré le fait qu'il ne soit plus postier, il est toujours représentant syndical, donc il a les mêmes droits que n'importe quel représentant syndical postier. Et lui, il n'est plus postier, donc la Poste n'en est plus, mais il est toujours représentant syndical. On a réussi ça, et pour nous, quelque part, ça a été... Et pour nous, quelque part, ça a été un super pied de nez qu'on a fait à la Poste. Donc ça, la Poste continue, malgré ça, à mettre sa machine de guerre, hein, c'est-à-dire qu'elle veut tellement se débarrasser des gens qui lui résistent, qu'elle continue. Hein, là, elle est à l'heure actuelle en tête, si j'ose dire, de quatre poursuites judiciaires. Il y a d'autres collègues qui ont aussi des poursuites judiciaires. Là, il y a le 2, 3, 4 avril, il y a des dates où ils sont convoqués, les uns devant le tribunal, les autres devant la police judiciaire, les autres devant un commissariat de quartier pour des faits X ou Y. Enfin voilà, et la Poste continue imperturbablement à vouloir éradiquer, entre guillemets, tout ce qui lui résiste. Mais nous, on tient, voilà, on tient grâce à notre détermination, mais aussi grâce à vous, si j'ose dire, qui nous soutenez financièrement, parce que la Poste a aussi joué là-dessus, c'est-à-dire que depuis le 26 mars, enfin non, depuis le 26 avril, on a des paix avec un magnifique 0,00 en bas à droite sur la feuille de paie. Donc ça, ils nous ont supprimé le mutuel, enfin bon, ils essaient de s'affamer, de nous étouffer, ils ont tout essayé. L'année dernière, ils ont essayé de nous supprimer les congés payés. L'inspection du travail a mis les pieds dans le plat. Donc ils nous ont recrédité petit à petit les congés payés. Là, ils acceptent à nouveau de nous donner nos congés payés. Enfin, ils essaient par tous les moyens de nous éradiquer. Et pourtant, pour eux, ils ont mis sur la table un fric phénoménal pour nous tuer. On a compté, grosso modo, moi perso, je n'ai pas compté parce que je ne suis absolument pas chiffre, je suis lettre, je ne vais pas mon métier d'abord, et puis parce que je ne suis pas chiffre du tout. Et donc on est arrivé à un total, on pense, avoisinant les 7 millions d'euros de dépenses faites par la Poste en huissier de justice, en vigile, enfin tout un tas de procédures. Donc, et malgré ça, ils continuent parce que l'argent apparemment c'est pas leur problème. Et ils nous disent aussi que il faut absolument supprimer du personnel parce que le courrier a beaucoup baissé. Là, je vais laisser Fabienne vous en parler parce que c'est à son tour. Bonsoir, moi c'est Fabienne, je travaille à Anières-sur-Seine, factrice à Anières-sur-Seine. Donc, comme disait ma collègue, la Poste prend comme prétexte que le courrier a baissé. Mais certes, le courrier a baissé, mais ce qu'ils n'ont pas pris en compte, c'est que les boîtes aux lettres ont beaucoup augmenté. Il y a moins de courriers, il y a beaucoup de boîtes aux lettres. Et aussi, on a aussi ce qu'on appelle les petits paquets. C'est tout ce qui vient, les paquets que les gens commandent sur Internet, qui ont aussi beaucoup augmenté, et les recommandés.
Donc, eux, ils nous donnent 1 minute 30 pour distribuer un recommandé, chose que malheureusement, on ne sait pas d'où ils sortent leurs chiffres, parce que réellement, on ne peut pas distribuer un recommandé en 1 minute 30. Et c'est le gros problème, c'est qu'ils ne veulent pas nous donner les chiffres, ils ne veulent pas nous donner les informations pour nous montrer comment ils calculent la charge de travail. Et ça, c'est... nous, on se bat pour ça. Depuis 1 an, on se bat pour savoir comment ils calculent notre charge de travail. Et c'est, pour nous, si on arrive à obtenir ça, ça ne sera pas juste un combat qu'on aura gagné sur un département, ça sera un combat qu'on aura gagné en national. Parce que la charge de travail, n'est pas simplement sur le département du 92, c'est national. La Poste l'utilise pour calculer la charge de travail de tous les facteurs. Et en gros, pour nous, c'est fondamental de savoir comment ils calculent notre charge de travail et comment ils peuvent nous définir qu'on a un certain nombre de temps pour distribuer un recommandé. Moi, je travaille à la Poste depuis 8 ans et je n'arrive toujours pas à distribuer un recommandé en 1 minute 30. Ça, c'est quasiment impossible. Voilà, donc en gros, le combat qu'on mène, on ne le mène pas pour nous, pour simplement le 92. Ce combat-là, c'est un combat pour tous les postiers et c'est aussi un combat pour tous les travailleurs qui veulent relever la tête et qui ne veulent pas se laisser broyer par la machine du capitalisme qui actuellement cherche par tous les moyens à nous détruire et à nous robotiser. Voilà. Donc pour moi, c'est important que le combat qu'on mène, on ne le mène pas tout seul. On a heureusement la chance d'avoir d'autres professions qui viennent nous soutenir, d'autres syndicats qui viennent nous soutenir, et ça aide énormément. C'est ce qui nous a permis de tenir plus d'1 an dans ce combat et qui nous permettra de continuer à tenir jusqu'à ce qu'on obtienne voilà, qu'on obtienne quelque chose. Je vous remercie. Les luttes, c'est vrai qu'il y en a partout, il y en a en Algérie, il y en a en France, il y en a partout dans le monde, et notamment aujourd'hui, et le 16 mars aussi dans la rue pour la justice climatique, pour la question du climat. Et un des slogans qui retentissait à ce moment-là, et notamment chanté aussi par les Gilets jaunes, c'est quelque chose qui nous parle, c'est fin du monde, fin du mois, même système, même combat. Bonsoir à toutes et tous. Alors c'est vrai que depuis cet été, ça a commencé un peu à changer et la mobilisation sur le climat, contre le changement climatique, a commencé à prendre de l'ampleur, je dirais, ici et maintenant, parce que ici et maintenant, on voyait directement les effets du changement climatique. Ça a été particulièrement vrai cet été, avec les incendies sans fin de la Suède au Portugal, en passant par la Grèce, avec les vagues de sécheresse, avec les vagues d'inondation, avec les chaleurs extrêmes. Je dis c'est ici et maintenant parce que jusque-là, le changement climatique, il impactait surtout, c'est ceux qui sont le moins responsables, c'est ceux qui vivent dans les pays dominés, et c'est vrai que les mobilisations, les grandes mobilisations écologiques, contre l'extractivisme sur les questions de l'eau, sur les questions des déchets, c'est pas, comme on nous le dit quelquefois, des mobilisations de riches et de privilégiés, mais c'était d'abord et avant tout des mobilisations du Sud, des mobilisations de populations opprimées, parce que le climat, c'est aussi, le changement climatique, c'est aussi une guerre contre les peuples et une des figures de l'impérialisme. Donc effectivement, on a quelque chose qui ressemble un petit peu à un rattrapage, et c'est heureux et c'est nécessaire, parce que si les effets, ils se font d'abord sentir au sud, les responsables, eux, ils sont bel et bien au nord, dans les grandes métropoles impérialistes. C'est pour ça que c'était si important pour réussir les marches du 8 septembre, du 13 octobre, des 26 et 27 novembre et puis du 8 décembre. Mais tout ça, je dirais,
ça se ressemblait un peu. Non, la vraie surprise, elle est venue de la COP24. Évidemment pas de la réunion de la COP24, donc il n'est rien sorti. Comme d'hab, la vraie surprise, elle est venue, en fait, de l'appel d'une jeune fille qui s'appelle Greta Thunberg, plus exactement, pas seulement de l'appel, mais surtout de l'écho que cet appel a rencontré dans la jeunesse, un appel à la grève scolaire avec l'idée, mais à quoi ça sert? À quoi ça sert d'étudier? À quoi ça sert d'aller à l'école? Puisque de toute façon, notre avenir, vous l'avez pourri, vous l'avez saccagé. Et donc c'est bien une jeunesse du Nord global, ce qui permet de mettre l'Australie au Nord, ce qui est géographiquement un peu discutable, mais qui fonctionne du point de vue des responsabilités, qu'on a vu cette mobilisation s'étendre, j'ai dit, en Australie, en Suisse, en Belgique, en Allemagne, au Canada, etc. Mais comme s'il y avait une sorte de nouvelle génération qui était en train de naître à la politique, parce que cette question du climat, elle est évidemment d'abord et avant tout une question politique. Et puis elle est née sur deux choses, l'urgence, et peut-être que le mot d'ordre qui exprime le mieux cette espèce d'impératif, c'est ce mot d'ordre qui dit « quand je serai grande, je veux être vivante ». Et puis, il y a un autre mot d'ordre, toute une autre série d'autres mots d'ordre qui sont en fait des mots d'ordre radicaux de dénonciation de l'inactivité, de l'inaction criminelle des gouvernants. Et donc on est arrivé au 15 mars où plus d'1 million de jeunes ont fait cette grève scolaire, sont descendus dans la rue, et puis qui a été suivie le lendemain par le 16 mars par des marches mondiales pour le climat qui là encore étaient supérieures à tout ce qu'on avait connu jusque-là. Donc c'est la patience et l'intransigeance qui sont sans doute le moteur de ce soulèvement, de ce que moi j'ai envie d'appeler cette entrée des mobilisations dans le 21e siècle. Bon. Impatience, intransigeance, à juste titre, parce qu'effectivement, on est rentré dans une course de vitesse entre la catastrophe et la mobilisation contre la catastrophe. Alors on a un mouvement qui est joyeux, qui est créatif. Les pancartes sont multiples, colorées, extraordinaires de créativité, mais c'est aussi un mouvement qui est extrêmement lucide, voilà, qui est lucide sur le fait qu'on ne peut pas attendre, et cette conviction qu'on ne peut pas attendre, elle s'appuie bel et bien sur des observations vérifiables. Je vais revenir un tout petit peu en 2015 à la COP 21. La seule chose qui est, du point de vue des engagements des États, il n'y a rien, etc. Bon. Mais la mobilisation climat et surtout la mobilisation des premières concernées, je parle là encore des États du Sud, des petits États insulaires, comme on les appelle, qui eux sont menacés purement et simplement de disparition. Bon, cette mobilisation a quand même réussi à faire rajouter un petit bout de phrase qui était ok, il faut limiter le réchauffement de la température moyenne de la Terre à 2 degrés, mais il faudrait mieux essayer d'arriver à 1,5 degré. C'est passé presque inaperçu sur le moment. Ce qui avait suivi, c'est quand même qu'il y a eu une évaluation de la différence qu'il y avait entre les effets d'une augmentation de la température moyenne de la Terre à 2 degrés ou à 1,5 degré. Et cette évaluation, elle est absolument sans appel. Sur les effets à la fois sur la biodiversité, bon, mais aussi sur l'élévation du niveau des mers, sur les rendements agricoles, enfin bref, sur tous les impacts du changement climatique et évidemment sur tous les impacts sociaux en termes d'inégalité sociale, d'approfondissement des inégalités sociales dues au changement climatique. Alors qu'est-ce qu'il dit de plus précis encore ce rapport? Il dit, parce que c'est toujours en termes de probabilité, pour avoir 50% de chance, c'est pas énorme, hein, quand vous pariez, vous essayez de parier un peu plus que 50%, parce que bon, mais quand même, pour avoir 50% de chance de rester en deçà de ces 1,5 degrés dont on voit que c'est la limite qu'il ne faudrait pas franchir, il faut que les émissions mondiales nettes de CO2, c'est un peu technique, mais je vais vous en poser après, diminuent de 58% d'ici à 2030. Et puis ensuite, qu'elle tombe à 0 en 2050, et puis ensuite qu'elle soit négative. Alors derrière la technique, en fait, il y a une menace. Parce qu'il faut expliquer ce que sont ces émissions mondiales
net. Le net, c'est la différence entre ce qu'il y a en plus et ce qu'il y a en moins. C'est la différence entre ce qu'on émet comme CO2, qui provoque le réchauffement climatique, et ce qui est absorbé. Bon. Naturellement, les forêts, les espaces verts, etc., absorbent à peu près la moitié du CO2 qui est émis. Le problème, c'est que vous l'avez compris, il faut donc réduire drastiquement ces émissions, mais que les émissions, elles continuent à monter, et qu'un des effets du réchauffement climatique, c'est que l'absorption naturelle, elle a tendance à diminuer. Et donc, par rapport à ça, il y a des gens qui sont en embuscade, et c'est pour ça que je parle de menaces. Il y a des gens qui sont en embuscade en disant « mais c'est pas très grave, on va trouver des solutions technologiques ». Leur solution technologique préférée, elle s'appelle BECS. Ça n'a rien à voir avec les oiseaux, à part peut-être que ça va encore plus leur pourrir la vie et en diminuer la biodiversité. Les BECS, ça veut dire les bioénergies avec capture, séquestration du carbone. Là non plus, c'est pas glamour, mais l'idée, elle est simple. Elle est, on va planter un maximum, ce qu'on appelle de la biomasse, en gros des végétaux. Les végétaux, quand ils poussent, ils absorbent le CO2. Chouette, ça tombe bien, c'est ce qu'on voulait faire. On va ramasser ces végétaux et puis on va les brûler. Génial, on va produire de l'énergie avec de la biomasse. Bon, sauf qu'il y a un problème. C'est que quand on brûle de la biomasse, quand on brûle du bois, n'importe quoi, on émet du CO2. Et ils y avaient pensé. Alors, ils y avaient pensé, même s'ils n'ont pas résolu exactement techniquement comment ils allaient faire. L'idée, elle est en gros, le CO2 qui s'échappe quand on brûle, on le capture. Ça, ils ne savent pas très bien comment, mais ce qu'ils savent encore moins bien faire, c'est la partie d'après, la partie séquestration. Ils sont très forts pour la séquestration des gens, mais pour la séquestration du carbone, ils assurent beaucoup moins. Donc, l'idée, c'est d'enfouir dans des couches profondes. Voilà. C'est ça leur solution miracle. Donc il faut, si on veut échapper à leur solution d'apprenti sorcier, j'ai rien contre les sorciers, surtout pas contre les sorcières, mais c'est contre cela, oui. Si on veut éviter ces solutions-là qui sont extrêmement dangereuses, parce que vous voyez bien que d'abord c'est pas bien maîtrisé, on n'est pas sûr que ça marche, mais que surtout si on veut cultiver suffisamment de biomasse pour faire ça, c'est autant qui va être en concurrence avec la production alimentaire ou avec la biodiversité. Pour donner une idée, si on voulait absorber à peu près tout ce qui est en rap, c'est la superficie de l'Inde qu'il faudrait planter uniquement pour fabriquer de la biomasse, pour mettre dans cette technologie. Autant dire que ça craint et qu'il faut absolument éviter ça. Et c'est ça la seule et unique, enfin une des seules, il y en a des pires, solution proposée par les capitalistes. Alors sur cette question-là, quelqu'un a dit « seule la vérité est révolutionnaire ». En l'occurrence, il faut dire la vérité, parce qu'elle est... mais vraiment, la vérité là, elle est extrêmement révolutionnaire au sens où elle ne peut que nous conduire à faire la révolution. Je vais détailler un petit peu. Bon, je ne vais peut-être pas détailler. L'essentiel de l'énergie qu'on utilise aujourd'hui, 80% est de l'énergie d'origine fossile, donc responsable des émissions de gaz à effet de serre. On comprend tout de suite que quand on nous cause de transition économique, de transition énergétique, on se fout de nous, que c'est une révolution énergétique qu'il faut faire, puisqu'il faut changer totalement le système énergétique. Mais la deuxième chose qu'il faut avoir en tête, c'est que ça, c'est des masses énormes de capitaux. C'est-à-dire que l'ensemble de ces installations, c'est 1/5 du PIB mondial. Et puis, il y a toutes les ressources en gaz, en pétrole, en charbon, qui là encore sont considérés comme du capital, mais qu'il faut laisser sur Terre. Donc là, on voit bien qu'on touche à quelque chose de sérieux, puisque c'est à l'argent, et que la révolution, elle ne va pas être seulement énergétique, et que ça pose effectivement la question de l'expropriation, de la socialisation de l'ensemble du secteur de l'énergie, et du secteur bancaire, si on veut reprendre la main, de façon à planifier effectivement pour arriver à un système qui soit un système 100% renouvelable et sans nucléaire. Si on rajoute qu'on aura besoin d'énergie pour construire un nouveau système énergétique, puisque celui qu'on a aujourd'hui est totalement inadapté pour des renouvelables, si on rajoute que, évidemment, tout ça doit se faire en permettant l'accès à l'énergie, en particulier des pays du Sud, on voit bien la radicalité dont on a besoin. Voilà, et c'est par ce bout-là qu'il faut prendre les choses. Il faut prendre les choses par le bout de ce qui est nécessaire, pas par le bout
de ce qu'on pense qui est peut-être éventuellement possible sans trop fâcher le monde. Parce que si on fait ça, on ne change rien et on court à la catastrophe. Alors le nécessaire, oui, il faut le dire, c'est la suppression des productions inutiles et dangereuses, l'arrêt de tous les grands projets inutiles et dangereux, l'arrêt de l'industrie d'armement, l'arrêt du plastique, l'arrêt de la publicité, l'arrêt de l'obsolescence programmée. Donc c'est une réduction drastique des productions qui sont inutiles et dangereuses, et il y en a beaucoup. C'est aussi les transports contribuent pour beaucoup aussi aux émissions, donc c'est la suppression des transports inutiles de marchandises, et c'est une réorganisation totale de la production pour effectivement produire ce dont on a besoin, avec le moins de transport possible, avec des circuits courts, avec un contrôle de la population. C'est du point de vue des transports des personnes, de nos déplacements, la multiplication des transports collectifs gratuits pour en finir avec le tout-voiture, autrement qu'en culpabilisant ceux qu'on a contraints à utiliser leur voiture. Et puis c'est aussi, parce que c'est le troisième grand secteur qui est concerné, un bouleversement total de l'agriculture, donc de l'alimentation, avec une agriculture biologique, avec une agriculture paysanne, avec des circuits courts, avec la fin de l'élevage industriel. Tout ça, vous l'avez compris, c'est des mesures de justice à la fois sociale et écologique, mais c'est aussi des mesures de rupture avec le système capitaliste, parce qu'il y a, bon, pris séparément, peut-être qu'il y aurait moyen de moyenner. Mais il y a un truc qui est incompatible avec le capitalisme, c'est l'idée même de réduire la production et les transports. Le capitalisme est par essence, par nature, productiviste. Il a besoin de fabriquer toujours plus, de produire toujours plus, de transporter toujours plus, de nous inciter à consommer toujours plus, qu'on en ait besoin ou qu'on n'en ait pas besoin. L'utilité de ce qui est produit, c'est un effet collatéral, il n'en a rien à faire. Bon, nous on veut et on doit remettre le monde à l'endroit de ce point de vue-là. Donc c'est vrai que c'est des mesures radicales, que si c'est des mesures radicales, c'est des mesures qui doivent être imposées par la mobilisation, parce que ça ne viendra pas tout seul et en demandant gentiment aux gouvernants. Et pour que cette mobilisation elle soit massive, bah, il faut arriver à rendre désirable une société dans laquelle, oui, on produira moins, mais dans laquelle on partagera plus et dans laquelle on vivra toutes et tous beaucoup mieux. Et donc évidemment on articule ça avec l'ensemble de notre programme, de ce qu'on dit qui sera développé sur sur le partage des richesses, sur la question du partage du travail, de la réduction massive du temps de travail, qui est une vraie mesure pour diminuer la production sans augmenter le chômage, de protection des droits des salariés, de protection du salaire, de l'interdiction des licenciements, qui s'articule aussi avec une gratuité, c'est-à-dire la possibilité d'accéder à tout ce qui est indispensable pour la vie de manière libre et gratuite. Mais je voudrais insister sur deux choses qui sont indissociables de tous les plans à la fois social et écologique, qui est évidemment la question de la démocratie. Rien de tout ça ne peut se faire de manière autoritaire. Il faut repenser la production, repenser le travail. Et ça suppose effectivement une auto-organisation, une autogestion, une auto-administration de la façon dont fonctionne l'ensemble de la société, que ce soit les transports, que ce soit la production, que ce soit la gestion des ressources, avec une remise en cause de la propriété, avec une idée qui est celle de ce qu'on a en commun. C'est à la fois le fait qu'on peut user des choses en commun, mais aussi d'en prendre soin. Et ça m'amène à la dernière chose sur laquelle je voulais insister, qui pour moi est centrale dans un programme qui soit à la fois écologique et social. C'est cette idée de prendre soin les uns des autres, prendre soin des humains, mais aussi prendre soin du monde dans lequel on vit, de la nature dont nous faisons partie. C'est quelque chose qui doit être au centre de l'activité humaine. Il n'y a rien de plus important que de faire ça. Et aujourd'hui, on constate que ça, c'est ce qui est dévalorisé. Et bien, c'est ce qui est dévalorisé et en même temps, c'est ce qui est confié de manière quasi exclusive aux femmes. Et le rapport entre la féminisation et la dévalorisation est là absolument évident. Donc ce programme-là, il peut être un programme féministe.
travaux invisibles, d'évaluer, ils sont confiés aux femmes, mais ils sont confiés aussi majoritairement aux femmes migrantes. Donc voilà, juste pour finir, et ce sera mon dernier mot, tu l'as dit au début, fin de mois, fin du monde, oui, il n'y avait rien, tout est révoltant dans la politique de Macron, mais cette façon d'utiliser, d'opposer fin de monde et fin du mois est quelque chose de totalement indécent, évidemment, puisque comme chacun le sait, c'est les riches d'abord qui détruisent la planète et pas les plus pauvres, pas ceux qui sont contraints d'utiliser leur voiture parce qu'ils ont été relégués, etc. Bon. Et donc, plutôt que de parler de fin du monde et fin de mois, si on veut éviter la fin du monde, eh bien, il faut être capable de penser la fin du capitalisme. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens pour qui c'est plus facile de parler de la fin du monde que de parler de la fin du capitalisme. Pourtant, c'est dans ce sens-là qu'il faut prendre les choses. C'est une autre façon de dire et de redire cette phrase de Rosa Luxembourg qu'il faut actualiser sans doute un petit peu, mais qui est toujours d'actualité aujourd'hui. Le choix, il est entre écosocialisme ou barbarie, et ça presse. Merci. On n'a pas vraiment besoin de présenter le comité pour Adama. Rappeler quand même quelques éléments que ce collectif, évidemment, il existe pour faire justice et vérité sur le meurtre d'Adama par la police, mais qu'il est également présent dans de nombreuses luttes sur la répression, sur les violences policières, et que ces dernières semaines, justement, il est présent aussi sur le terrain pour essayer de mener la convergence entre les luttes des Gilets jaunes, les questions des violences policières et les quartiers populaires. Merci. On va commencer ce soir par dire le mot solidarité. Solidarité. Parce que ce combat et tous les combats qu'on doit mener, on ne peut pas le mener tant qu'il n'y a pas de solidarité entre toutes les luttes. On ne peut pas parler d'alliance, on ne peut pas parler de convergence tant qu'il n'y a pas de solidarité. La solidarité, les combats se feront quand il y aura la solidarité dans chaque mouvement, dans chaque lutte. Et là, on sera plus fort. Parce que comme on le dit, on parle de tout. Ces répressions dans les gilets jaunes, ces répressions dans les quartiers, on ne peut pas parler des gilets jaunes sans parler de ce qui se passe aussi dans nos quartiers. Mais beaucoup de monde ont pris conscience aujourd'hui de ce qui se passe dans les quartiers, parce que ça se passe dans les rues de Paris, parce que ça se passe dans les gilets jaunes, parce que ça se passe avec des gilets jaunes du monde urbain. Mais on ne va pas dire eux et nous, parce qu'aujourd'hui, nous sommes tous face à cet état-là. Nous sommes tous face à cette machine de guerre qui n'a ni sentiment, cette machine de guerre qui n'a ni état d'âme, cette machine de guerre, c'est l'État. Et aujourd'hui, nous sommes tous face à elle. Mais quand on parle du mouvement des Gilets jaunes, quand on parle de la répression, on ne peut pas ne pas parler de l'historique de ces quartiers populaires. On ne peut pas parler de toutes ces personnes qui se sont battues, qui se sont levées politiquement dans nos quartiers, qui ont fait un renversement. On ne peut pas parler de tout ce mouvement des Gilets jaunes sans parler de mon petit frère qui est mort le jour de son anniversaire, le 19 juillet, sans parler de tous les morts qu'il y a eu dans nos quartiers, sans parler de toutes les personnes qui ont été atteintes ou des éborgnés qu'il y a eu à cause des flashballs, sans parler de Madame Kébé qui a perdu son œil l'année dernière, il y a quelques années, à cause des flashballs. On ne peut pas ne pas parler. Quand on parle des mouvements des Gilets jaunes, nous sommes tous des Gilets jaunes, nous sommes tous solidaires, mais il faut savoir qu'il est important de rappeler cette histoire. Ce mouvement ne peut pas se faire sans nous. Ce mouvement ne peut pas nous enlever parce que nous, des vies ont été enlevées, des vies sont parties, mon frère est parti, beaucoup sont morts. Donc aujourd'hui, quand je dis qu'il faut commencer par le mot solidarité, parce que cette machine de guerre qui est en face de nous, il faut la renverser. Ici, il faut la renverser avec toutes les luttes qu'il y a aujourd'hui. Il faut la renverser avec toutes ces mains. On le dit dans le combat justice et vérité pour Adama, nous sommes devenus soldats malgré nous. Parce que cette machine de guerre a créé des soldats en nous, des soldats aujourd'hui qui sont face à cette lutte. Vous êtes tous des soldats face à cette machine de guerre. Donc nous sommes obligés de le faire ensemble, nous sommes obligés d'y aller ensemble, mais vous êtes obligés de parler des quartiers populaires, vous êtes obligés de reconnaître les morts qu'il y a dans les quartiers populaires, vous êtes obligés
de dire qu'effectivement, dans ces quartiers, il y a aussi cette historique qui est la violence policière. Et donc, vous êtes obligés, vous n'êtes pas obligés, non, pardon, vous ne devez pas être spectateurs de ce qui arrive aussi dans nos quartiers. Vous avez été trop longtemps spectateurs de ce qui arrive dans nos quartiers. Trop longtemps, des personnes nous ont regardé mourir dans nos quartiers. Trop longtemps, on a regardé des jeunes garçons avoir un pied dans la mort, un pied dans la vie. Il faut savoir que nos frères, nos petits frères, quand ils sortent, on ne sait pas s'ils vont rentrer vivants ou s'ils vont rentrer morts. Mon frère, quand il est sorti ce matin-là, on ne pensait pas qu'une pièce d'identité, parce qu'il faut savoir que cette pièce d'identité allait l'emmener à la mort. Il faut savoir que dans le quartier, un contrôle faciès, cette pièce d'identité est un bouclier, est un gilet par balle. Quand on sort sans ce gilet par balle, quand on sort sans ce bouclier-là, malheureusement on peut mourir. Mon frère, ce jour-là, n'avait pas eu le temps d'aller chercher son bouclier, son gilet par balle à la mairie. Il en est mort. Tout ça, on doit le combattre ensemble, on doit le vaincre ensemble, et on est obligé, quand on parle de tous ces mouvements-là, de parler de nos morts, de parler de nos blessés, de parler des luttes qu'il y a eu dans le quartier. Ça, c'est important. Il faut savoir qu'aussi on a ce pouvoir-là, ce pouvoir qui est en face de nous, ce pouvoir qui se répartit les tâches. Je vais en parler par rapport à l'expertise qui a eu la dernière expertise dont beaucoup ont eu connaissance. On en parle, on va dire que c'est un scandale d'État, on va dire que c'est un scandale judiciaire. Aujourd'hui, nous sommes dans un pays que nous appelons, qui fait subir de l'antidémocratie à beaucoup de la population, beaucoup de citoyens français. Nous sommes dans un pays où ce pouvoir se partage les rôles entre la justice, entre le procureur, entre l'État, entre les policiers, entre les gendarmes, entre les experts. Chacun va se partager les tâches. Chacun va se partager les tâches pour emmener un non-lieu. Chacun va se partager les tâches pour camoufler tous les morts qu'il y a dans le quartier, tous les blessés qu'il y a aujourd'hui, aussi dans le mouvement des Gilets jaunes. Nous avons un État qui se partage tout. Quand on a une expertise qui va dire clairement, presque 3 ans après qu'Adama Traoré n'est mort d'aucune maladie, d'aucune infection très grave, mais qu'il est bien mort asphyxié sous les coups et à cause du plaquage ventral des gendarmes, il faut savoir que 2 ans auparavant, on avait un pouvoir qui avait partagé le rôle entre l'expert qui va mentir, entre le procureur qui va mentir, entre la juge qui va les couvrir, entre les gendarmes qui vont tuer et entre les policiers qui vont faire la répression. Voilà aujourd'hui ce qui se passe dans ce pays que nous appelons la France. Que cette France qui se dit liberté, égalité, fraternité, qui tue une partie de la population, qui aujourd'hui n'écoute pas son peuple, qui aujourd'hui est encore plus répressif samedi sur samedi, en tout cas sur tous les mouvements qu'on peut voir sur Paris. Aujourd'hui, ce pouvoir, on doit le porter ensemble. Ce pouvoir, on doit le prendre ensemble. Ce pouvoir, on ne doit pas le laisser se partager parce que ce pouvoir nous appartient. On va le prendre, ce pouvoir, mais on va le prendre ensemble. On va le prendre ensemble. C'est pour ça que je dis quand on dit solidarité, alliance. On dit alliance, mais alliance ne peut pas aller sans solidarité. Tant qu'on ne sommes pas solidaires des uns des autres, on ne pourra pas avancer dans la lutte. Tant qu'on ne sera pas solidaires des uns des autres, on ne pourra pas renverser cette machine de guerre qui est en face de nous, qui continue à donner, qui a tué beaucoup d'entre nous dans le quartier, qui continue à faire des blessés, qui continue à être répressif, qui continue à être dans un mutisme et qui continue à être de plus en plus dur le samedi après samedi. Ils ont dit qu'ils allaient envoyer l'armée, mais il faut savoir qu'il y a quelques mois, on envoie l'armée dans le quartier populaire, on envoie l'armée à Beaumont-sur-Oise. Quand on fait un événement avec Aya Sissoko, championne du monde 3 fois, qui vient avec des boxeurs à Beaumont-sur-Oise, ils vont envoyer l'armée. On aura des gunbox avec des enfants et des familles et l'armée des mitraillettes à côté de nous. Ça se passait déjà dans le quartier. Aujourd'hui, on va aller ensemble. Moi, je vais finir comme ça. Aujourd'hui, en tout cas, le meeting, on va finir avec le mot solidarité. Les luttes, on va le faire ensemble. Tant qu'on ne sera pas solidaires les uns des autres, on n'y arrivera pas. Cette machine de guerre, il faut la renverser. Il ne faut pas lâcher. Il faut qu'on continue à aller dans les rues encore tous les jours, tous les samedis, tant qu'on l'aura renversé. Et là, on y arrivera. Et surtout, quand on parle des mouvements des Gilets jaunes, quand on parle des répressions policières, surtout n'oubliez pas qu'il y a eu beaucoup de morts dans nos quartiers. Dans un contexte global de crise du secteur de l'aliment, des fermetures de plus en plus nombreuses, y compris à l'international, de boutiques, les New Look, ils avaient d'abord remporté une première victoire fin 2018 en repoussant justement le plan social qui avait été annoncé. Et aujourd'hui, la direction prépare le second assurance à l'utilisation d'entreprise. Et ça, c'est sans compter sur la productivité de ses salariés. Et c'est pour ça qu'on voulait leur passer la parole maintenant. Et je passe la parole à Moussa, David, Antoine et Christopher. Ok, déjà, merci. Bonjour à tous. Déjà, merci à Olivier d'être venu à un rassemblement le 18 mars avec nous au siège de Look France.
Merci au NPA aujourd'hui de nous donner une tribune en fait, pour qu'on puisse s'exprimer, c'est super important pour nous, surtout dans ce moment de lutte. En fait, moi je m'appelle David, je suis le représentant de la section syndicale Sud des commerces et services chez l'ancienne New Look, qui est une boîte de prêt-à-porter anglaise, donc très présente en Angleterre, 600 magasins, 30 en France, 31 il y a encore quelques mois. En fait, aujourd'hui, clairement, nous, aujourd'hui, on est en lutte. On est en lutte en fait contre une direction qui ne nous respecte pas. En fait, on est en lutte contre une direction qui a mis en place un PSE en septembre 2018 et qui prévoyait la fermeture de 20 magasins sur 31 avec un licenciement de plus de 200 personnes. Aujourd'hui, en fait, on est en lutte contre une nouvelle direction de transition qui est arrivée au mois de décembre et qui a vendu du rêve aux salariés en leur faisant croire, miroboler en fait un avenir souriant. On est en lutte en fait aujourd'hui contre cette même direction qui, après ne pouvant pas justifier en fait aujourd'hui les résultats de l'entreprise, nous a annoncé le 28 février en fait qu'il cherchait un repreneur. On est en lutte contre cette même direction qui, 19 jours calendaires plus tard, nous a annoncé en fait qu'on passait devant le tribunal du commerce et qu'on passe en redressement judiciaire. On est en lutte, on s'est déplacé au tribunal de commerce donc lundi 25 et où là on a appris que pendant 6 mois on était en période d'observation par ce même tribunal de commerce justement. Aujourd'hui on est en lutte contre cette direction en fait qui multiplie les délits d'entrave. Aujourd'hui on ne nous respecte pas. On est en lutte dans un secteur d'activité, le prêt-à-porter, qui en fait aujourd'hui est un foyer de déréglementation. C'est qu'on est aussi en lutte comme le sont en fait nos collègues de Burberry, comme le sont nos collègues en fait de Forever 21 et comme le sont en fait nos collègues des autres enseignes demain. C'est qu'aujourd'hui clairement on ne veut pas nous respecter, on essaye en fait clairement de faire tous les magasins. Nous ce qu'on demande aujourd'hui en fait c'est qu'un groupe anglais prenne ses responsabilités en fait. Parce que là on profite en fait de la législation française qu'on ne respecte pas non plus pour essayer en fait aujourd'hui de passer par la GS pour payer nos salaires, etc. Salaires qu'on n'a toujours pas perçus ce mois-ci et qu'on n'est pas sûr de percevoir sur les prochains jours. Aujourd'hui en fait, on va aller en Angleterre en fait le 8 avril, on va aller au siège Bond, on va leur demander des explications, ils vont prendre leurs responsabilités. Donc clairement, on a besoin de vous, on a besoin de solidarité, on a besoin de monde, on a besoin en fait de mobilisation, parce qu'aujourd'hui c'est très compliqué en fait. Des gens espèrent encore aujourd'hui en fait que l'avenir pourra s'améliorer. Nous on n'y croit pas, on annonce depuis des mois en fait ce qui se passe et aujourd'hui c'est très compliqué en fait. Donc nous on est en lutte, on lâchera rien, on est déterminés et on va tout brûler s'il le faut parce qu'aujourd'hui nos manifestations, on est proches du mouvement ultra, on chante, on craque des fouilles et on s'en fout, on fait du reste. Et en fait, pour finir là, avant de laisser la parole à mes collègues, je vais reprendre une citation simple, un peu connue de tout le monde et du coup je pense qu'au NPA vous la connaissez bien. En fait le présent est fait de lutte et l'avenir nous appartient. Après ça, que dire. Ouais. Bon, je vais faire simple, je vais parler de moi-même, parce que en fait on est un collectif, mais le capital en fait essaye de casser ce collectif. Moi par exemple, je suis convoqué face à la justice le 14 mai pour avoir fait une lettre ouverte à mon directeur, enfin mon président exactement, où je lui demandais en fait, à travers lui, je demandais donc au groupe de prendre ses responsabilités en fait, de juste nous payer correctement en fait, ou de faire en sorte que nos collègues ne perdent pas leur emploi. Bon, donc derrière tout ça, en fait, forcément, donc du coup, on essaye de me mettre devant les tribunaux pour diffamation. À ça, on a rajouté aussi une sanction, on essaie de mettre, on fait dehors tout simplement, quoi, en fait. Donc, dans ce combat en fait asymétrique, en fait, on est face à des machines de guerre, en fait. Donc, on est là, on essaye de se défendre avec nos moyens. Et donc on essaie de répondre en fait, et le moyen principal qu'on a trouvé c'est de rester groupé, collectif. On essaie de, comme le dit très bien David, de ramener le maximum de personnes, parce qu'on sait que, encore une fois, c'est un combat asymétrique, donc en termes de pouvoir, ils ont le pouvoir, ils ont la justice avec eux, ils ont tous les outils. Nous, on a juste notre détermination et notre collectif. Bonsoir à tous. Moi c'est Christopher. Et ce soir je suis en colère. Donc ma colère elle est simple. Ça fait 6 ans que je travaille pour une look. Ça fait 6 ans que je trime comme un chien pour un petit SMIC. Et quand je vois comment ils nous traitent maintenant, je suis dégoûté. Dégoûté de tout. Et ce dégoût, je le mets dans quoi? Dans la lutte. Donc je suis délégué du personnel, secrétaire du CHSCT, et donc comme l'ont dit mes camarades, depuis 6 mois on se bat nuit et jour. On sacrifie
nos vies privées, c'est H24. Et je vais vous donner un exemple, tout simple. Je suis membre du CHSCT, secrétaire, donc comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail. Donc ce qui est important. Actuellement, on vit une situation difficile pour les salariés. Nous avons des salariés en dépression, tentative de suicide. Donc moi, avec les moyens que j'ai, les peu de moyens, j'essaye de donner des conditions aux salariés. Eh ben non, on a une direction qui refuse ce comité. Le CHSCT pour eux est obsolète, n'existe pas. Ils essayent de l'effacer. Et donc là je suis en colère vraiment. Je sais pas comment vous dire ça, mais on se sent seul, impuissant. On a beau faire tous les recours possibles devant la justice, personne ne nous entend. Ils laissent crever des gens. On était 470 salariés. En moins d'un an, on perd 100 salariés. Là, on est 370. Dans quelques mois, il n'y aura plus personne. Plus de boulot, plus rien. Chômage, RSA, rien. Personne ne nous écoute. C'est pour ça qu'on est là aujourd'hui. Pour donner de la voix. Parce que New Look, ok, c'est le prêt-à-porter. Mais on représente quoi? Les gilets jaunes aussi. Pour vous montrer que la direction, pour moi la direction c'est des tueurs. Un exemple. Ce matin même, j'ai eu une petite discussion avec mon DRH, et pour montrer l'attitude qu'il a envers les salariés, et ben, il me regarde et il me dit, grosso modo, ben, rigolez. Faites ce que vous allez faire, levez les bras, grattez-vous en dessous des aisselles et ricalez comme un singe. Voilà, on a une direction comme ça, qui nous dénigre, nous insulte et qui utilise la violence contre nous. Voilà, c'est pour ça qu'on est là ce soir, pour mobiliser cette action et vraiment on a besoin de votre aide encore une fois. Voilà. Bonsoir, moi c'est Moussa, je suis délégué du personnel et membre du CE. Donc pour appuyer ce que vient de dire Christopher, on est vraiment face à des personnes particulières, c'est des mercenaires. On va dire ils sont là pour on va dire, organiser la défaillance de l'entreprise. Enfin, moi c'est comme ça qu'on le voit. Et depuis 6 mois on voit que vous avez arrivé. Je vais vous donner un autre exemple que Christopher a pu donner, par exemple, il vient de me dire là, pas plus tard qu'en janvier 2019. Le 8, le jour des soldes, Christopher a été on va dire, violenté par le président de l'entreprise, qui l'a bousculé et qui l'a traité de vermine. Voilà. Donc voilà comment on traite le personnel. Voilà des gens qui sont censés montrer l'exemple et qui veulent faire bonne figure devant le personnel. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que ces gens-là sont tout pleins de bonnes paroles, il faut bien se comporter, etc. Mais ces gens-là n'hésitent pas à violer les dispositions légales du code du travail. Là, dernièrement, Christopher avait demandé à ce qu'on organise une réunion pour risque grave, parce que forcément la santé physique et mentale des salariés est impactée. Et ça, rien à faire. Et même en allant en justice, on ne nous a pas donné raison, on nous a dit qu'il n'y avait pas de risque grave, il y a des salariés qui sont en détresse. Comme pouvait dire Christopher, constamment on a des coups de téléphone de salariés qui ne savent plus donner de la tête parce qu'ils ne savent pas où ils vont en fait. Donc voilà, quotidiennement déjà on subit le mépris de la direction, on subit aussi le fait que les membres de la direction nous insultent, et en plus en justice, pour l'instant on n'est pas trop aidé quoi. Donc du coup aujourd'hui, moralement c'est pas évident, c'est pour ça qu'on a besoin de tout le monde comme on dit, toutes les bonnes volontés sont bienvenues pour nous épauler. Donc voilà ce que je peux dire par rapport à notre situation. Aujourd'hui on continue à se battre parce que on est
est passé au tribunal de commerce lundi dernier. Et ils ont décidé de nous mettre en redressement judiciaire avec une période d'observation de 6 mois, sachant que dans les 6 mois, il peut y avoir des magasins qui peuvent fermer à tout moment. Voilà. Bonsoir. C'est pas facile pour un militant d'intervenir après ce qui a été dit. Parce qu'il y a un moment où on se dit, purée, c'est la même chose. Purée, c'est la même chose. C'est le même système. Différent par les caractéristiques des pays, des cultures et tout ce qu'on veut. C'est impressionnant. C'est impressionnant. J'allais dire, notre programme, c'est la déclaration de notre camarade du Gilet jaune. On appelle ça chez nous la hogga. C'est comme ça qu'on l'appelle. Ça s'appelle le mépris social, le mépris, l'humiliation. Et ça commence quand quelqu'un ne peut pas, quand il rentre à la maison, il ne peut pas acheter du pain à ses enfants. Il travaille, il ne peut pas. Quand il a honte d'emprunter, c'est la même chose qu'on a. Et c'est impressionnant. C'est impressionnant les similitudes de toutes les interventions. Des camarades postières, sur le climat, sur les gilets jaunes, tous les mouvements, Adama. On est en face d'un monstre inhumain. J'arrive à mettre des mots sur des choses. J'arrive à mettre des mots. Mais je suis ému et je vais éviter ça. Pour une seule raison. Parce que si je suis ici, c'est d'abord pour exprimer, pour saluer les camarades du MPA et tous les camarades du mouvement social qui nous ont invités, qui nous ont pris en charge. Parce qu'ils considèrent que la solidarité est utile. Mais je vais parler de la réalité. Parce que des mots ont été partagés par tout le monde. Solidarité. La meilleure des solidarités que nous pouvons construire entre nous, c'est d'échanger nos expériences, d'échanger nos méthodes de lutte, d'échanger sur nos méthodes d'organisation. Parce que nous avons affaire au même adversaire, avec des réponses par moments différentes. Donc en Algérie, il y a quelque chose qu'on a pas massif. Vous avez un peuple dominé par une dérive monarchique de Bouteflika, grâce à ses appuis qu'on appelle Sarkozy, qu'on appelle, je ne sais pas, Macron, qu'on appelle Trump et avant lui celui qui sont appuyés vers lui, à qui il a promis de vendre le sous-sol algérien, les richesses qui appartiennent au peuple, qu'on appelle pétrole. Et ils nous disent, c'est une tarte d'avoir du pétrole. Cela, eux, ils se coordonnent magnifiquement bien. On doit échanger sur nos expériences. C'est la meilleure solidarité. Nous, on a appris sur vous. On a appris sur le facteur quand il parlait à la télé. Parce qu'on regardait. On a appris parce qu'on est au XXIe siècle. Beaucoup de choses changent. Ils peuvent avoir les médias qu'ils veulent. Il y a quelque chose, des effets pervers d'Internet qui nous sont favorables. C'est une réalité. Donc on se connaît, on se reconnaît. Et ça, c'est le fin. J'avais dit que c'est ça, l'utilité. Le mouvement en Algérie, il n'a pas commencé le 22 février, ni le 16 février. En fait, c'est un mouvement non coordonné qui a commencé, ça fait plusieurs années. On a 10 000 émeutes, fermetures de route chaque jour. On veut du gaz, on veut de l'électricité, on veut un centre de santé, on veut avoir de l'eau potable à la maison. C'est quotidien, on appelle ça des émeutes. Et on nous dit, ils revotent. On veut avoir des logements. Et on en construit. Hein. C'est pas ça la question. Mais parce que chez nous, les droits sociaux ont été acquis avec la guerre de libération nationale. Pour un Algérien, avoir un logement gratuit est un droit. Travailler est un droit.
Parce qu'on a fait la révolution pas pour avoir un drapeau, mais pour vivre dignement. C'est ça la différence entre un peu l'Algérie et tout ce qu'on connaît des autres régions. Tous les pays sont différents. Il n'y a pas un monde arabe. Il y a des nations, il y a des différences, il y a des histoires, des trajectoires, et beaucoup de choses. Et nous, c'est ça. Notre histoire. Ça, c'est des acquis qui sont remis en cause depuis 62. Aujourd'hui, le mouvement a explosé. Commencer par une marche à Kharata. Ça va rappeler beaucoup de choses pour ceux qui connaissent l'histoire de l'Algérie. 8 mai 45. À Kharata, des jeunes organisés, tout le monde a rejoint. Toute la commune. 10 000 personnes, 15 000 qui ont marché calmement contre le 5e mandat. Un Algérien va être gouverné par un fantôme. On n'est pas dit. On est plus fiers que ça. C'est ça la culture chez nous. C'est un peu ça. Et ça a pris le 22 des appels. Anonymes ou pas anonymes. Parce qu'il faut en discuter des anonymes. Toute l'Algérie, de l'Est en Ouest, du Sud au Nord, c'est 5 fois la France, qui n'a pas Internet comme vous, différents, sortent dans la rue. Ils ont refusé d'écouter l'imam qui demandait de ne pas sortir. Ils ont quitté les mosquées. Je n'ai pas besoin de dire laïcité pour comprendre ce que ça veut dire. Le peuple est laïque, naturellement. C'est une nature sociale. Partout. Un exemple pour vous illustrer les choses. Il y a une région d'Algérie qu'on appelle Gardaya. Il y a 2 grandes tribus, ce qu'on appelle les Mozabites, qui sont un rite religieux ibadite, et les Shamba. Il y avait des morts, ça fait pas longtemps. Il y avait des morts entre les 2 factions. Le 22 février, 1er mars, l'acte 7, qu'on ne pas pour demain, parce qu'on copie sur vous. L'acte 7 pour demain, dans cette région, ils ont marché ensemble. Alors qu'il y a des gens qui sont morts, ça fait 6 mois, ils ont envoyé l'armée, ils ont envoyé les CRS, soi-disant pour protéger le peuple. Ça veut dire quoi? C'est eux qui sont responsables. C'est eux qui divisent pour mieux asseoir leur domination. C'est ça. En Algérie, c'est des millions d'Algériens qui sont dans la rue. Dire qu'on manifeste est faux. Nous occupons Alger-Centre, tout ce qu'il y a. On ne peut pas compter, c'est pas comptable. Parce qu'on ne marche pas. La même chose dans d'autres départements. C'est impressionnant. On n'a jamais vu ça depuis 62. Et nous assistons à un refus d'interlocuteur apparent, alors que ce n'est pas le cas. Il y a un mouvement d'organisation réel qui se passe dans la société, qui a commencé le 22 et qui aujourd'hui on arrive où des quartiers, des villages viennent avec des banderoles qui confectionnent la veille dans une réunion. On appelle ça comment? C'est une autre organisation. On assiste aujourd'hui à des travailleurs qui refusent de s'exprimer en tant que travailleurs, mais ils participent en tant que citoyens. Ils agissent en tant que citoyens. Ils te disent, par exemple, jusqu'à présent, on soutient le mouvement. On assiste à des marches régulières des différents secteurs, grèves massives, que ça s'appelle Aïnem Nas du pétrole, ou SLV Ruiba, qui sont en grève aujourd'hui. C'est une réponse à Gates, ça s'appelle ça. On est en train de... Comment appeler un peuple qui a ses formes de communication? On est dedans. Négocie avec un régime. Il envoie une lettre, on répond par des manifs. C'est ça la négociation. Ils nous ont ramené des experts à la télévision. Il faut faire ça, il y a une constitution comme ça, il y a une sortie de crise. Le peuple leur dit, nous on n'est pas en crise.
quand on écoute, parce que quand on est politisé un peu, j'allais dire, il y a une phrase célèbre, moi, que j'ai toujours aimée, le peuple vaincra. Le peuple vaincra. Le peuple vaincra. Puis le peuple se donne notre organisation. Il s'organise à son rythme, à sa manière, pas comme on l'a lu dans les livres. Pas comme on l'a lu, je suis convaincu de ça. Mais on invente, comme les femmes développent des mécanismes de défense contre l'oppression, le mouvement populaire invente des formes d'organisation pour éviter d'être cassé, d'être infiltré. Il invente des mécanismes. Le PSD aujourd'hui, qui avant résisté depuis 20 ans, sous l'ère Bouteflika, difficilement, 2001, toutes les grèves de résistance des travailleurs licenciés, l'interdiction d'avoir un syndicat chez le patron, qui est l'ami de Macron qui reçoit à Versailles, M. Robrat, interdiction de syndicat chez lui qui vient de licencier, de sous-traiter des travailleurs à une micro-entreprise à l'intérieur de l'entreprise, parce que lui, il ne peut pas licencier, parce que ça s'appelle un plan social, et comme c'est un secteur stratégique, l'État peut exercer la loi de péremption. Un secteur stratégique type, oui, subventionné, il ne peut pas licencier. Sinon, il ne peut pas déclarer faillite, parce qu'il va le nationaliser. Il trouve des mécanismes parce qu'il est bien formé. Il est restructuralisé, c'est-à-dire qu'il connaît tous les mécanismes qui ont été cités par les camarades maintenant sur les DRH. Il a appris bien. C'est multinational. Il est chez vous maintenant. Il est chez vous maintenant. Donc, j'ai préparé des choses à dire, mais je vais être dépassé par le temps qui va être débattu. Je suis désolé. Alors, l'origine du mouvement, c'est ça. Aujourd'hui, le mouvement, on n'appelle pas les gens à s'organiser. On est dans les revendications exprimées, c'est les nôtres, formulées avec la culture, niveau local. Il ne faut pas les mobiliser. Système dégage, on sait ce que ça veut dire. On sait ce que ça veut dire. On sait ce que ça veut dire. Vous êtes des voleurs. On sait ce que ça veut dire. Macron, occupe-toi de tes affaires. On sait ce que ça veut dire. On sait ce que ça veut dire parce qu'il est bienvenu quand il veut agir maintenant. Il est bienvenu à tout moment. Nous on répond, on leur dit une chose sur ces questions, on leur dit, nous on demande au peuple de France, on ne demande pas à Macron. S'il veut aider l'Algérie, bienvenue. De France on accepte. Mais il nous aide comment? Eh ben, on veut connaître où est-ce qu'ils ont caché leur fortune en France. Parce que la France n'est pas la vie fiscale. Les rétrocommissions, nous on appelle ça chipta. La rétrocommission c'est soft. C'est bien fait, c'est bien équilibré. C'est de la corruption. C'est vulgaire. C'est des vols. Mais on trouve des mots fabriqués pour les qualifier. C'est ça la réalité d'aujourd'hui. Ils sont très liés. Ils échangent de l'expérience. Ils échangent leur domination. Ils sont très organisés au niveau mondial. C'est pas un jeu d'enfant. Ils ont atteint des limites. Le mouvement aujourd'hui commence à s'organiser. Les travailleurs manifestent régulièrement avec des secteurs, les impôts, les finances ensemble, les communaux, les entreprises économiques des grues, le port, SNV, la fameuse zone nucléaire. Tout le monde fait des manifestations chaque jour de la semaine à tour de rôle. La prise de conscience commence par là. Les travailleurs commencent à comprendre qu'ils ont un pouvoir entre les mains. Ça s'appelle pouvoir économique. Où est-ce que ça va aller? On ne sait pas. Nous sommes devant un carrefour. Tout est possible. Mais quand on est face à un mouvement comme ça, on ne peut que dire qu'une page est tournée. Comme en France, quel que soit ce qui va se passer, vous avez tourné une page de la domination. Vous avez cassé un mur en France, c'est évident. Comme chez nous, il y a l'avant 22 et l'après 22. Il y a l'espoir qui est en train, le possible arrive. Beaucoup de questions, hier on a abordé sur les forces sociales en présence. Les syndicats majoritaires, les syndicats, c'est les JTA, est un mouvement grâce aux manifestations, grâce à la dynamique d'auto-organisation. Les travailleurs sont en train, objectivement, de se réapproprier de l'outil syndical.
Objectivement, c'est l'alternative, c'est l'aide des choses. Il faut que le syndicat soit au service des travailleurs pour une indépendance de classe. C'est le seul syndicat qu'ils ont besoin. Nous n'avons pas la même histoire syndicale. Notre centrale syndicale est née dans un mouvement national en 1956. Elle n'est pas née dans la confrontation de classe, dans la classe ouvrière. On n'a pas les mêmes réflexes. Mais il y a une chose, nous sommes appelés à inventer des choses, mais les choses, ce n'est pas nous qui les inventons. C'est le peuple qui les invente. Nous, on doit être intelligents et les accompagner, les structurer. Sinon, on est des zombies. Sinon, on a un problème. C'est ça la lecture du mouvement aujourd'hui. Aujourd'hui, on pose quels sont les risques. Il n'y a aucun risque. Aujourd'hui, il n'y a aucun risque. Il y a un mouvement de masse important qui essaie d'arracher le maximum. Nous battons l'alternative qui est en train de se constituer. Ça s'appelle un processus constituant. Ça s'appelle une constitution qui est basée sur les intérêts de la majorité de la population. Le peuple doit prendre conscience que la majorité du peuple, c'est les travailleurs, c'est les chômeurs, c'est tous les opprimés d'Algérie. C'est eux qui ont 99%. Les 1%. Pourquoi c'est eux qui font la constitution? C'est ça la sorte de constitution. Ça construit une prise de conscience que c'est possible. C'est ça notre ligne aujourd'hui qu'on défend partout et qui est reprise. Comme la grève générale. Beaucoup de camarades m'ont dit pourquoi vous appelez la grève générale? Bien sûr, mais on n'appelle pas la grève générale classique. On appelle la grève générale de tous les secteurs économiques parce que ça permet aux travailleurs interdits de syndicats qui ont un syndicat pourri de se réunir, de débattre entre eux et de s'organiser. Sans grève, les travailleurs ne peuvent pas s'organiser. Ce n'est pas la grève pour renverser historique, mais c'est un moyen qui permet d'approfondir notre organisation. D'approfondir. Parce que le peuple est organisé à sa manière. Et c'est pas bien de dire que c'est pas un mouvement auto-organisé, comme c'est pas vrai de dire que c'est un mouvement spontané. Il y a une histoire dans ça. Pour conclure, parce que le débat maintenant, il y a une invitation pour un débat le 6 avril sur l'Algérie. Pour conclure seulement, je voudrais dire aux camarades que la meilleure solidarité que nous avons, c'est de continuer à lutter. Vos luttes, c'est ça la première des solidarités. Quel que soit le lieu où vous l'exercez, c'est ça la solidarité. C'est ça l'anti-impérialisme. C'est le seul message que je voudrais vous délivrer. C'est que nous avons à faire un système très organisé. Organisons notre solidarité. Organisons nos échanges. Construisons la fraternité. On se reconnaît. Et moi, je suis reconnu en vous. Et pourtant, je n'ai rien à voir culturellement avec vous. Je me suis reconnu agréablement par toutes les interventions. Ça me rappelle des collègues, des camarades d'un groupe qui ont été licenciés. Toute la section syndicale a été licenciée chez un grand patron qui, apparemment, il est en France. Il vient d'arriver. Il paraît, parce qu'il va fuir quelque part, c'est chez... Nous, on dit Madame la France. Donc il va venir chez Madame la France pour ou la France, je ne sais pas comment on dit. Il fuit chez ses amis. Ça s'appelle. Donc, aujourd'hui, il faut dire, le combat contre Macron, contre le système, il est plus large que Macron. Le système en Algérie, le système dans tous les pays du monde, il porte un nom. Il porte un nom. On n'est pas obligé de le qualifier, mais on est tenu de donner son contenu, de le caractériser par ce qui est dit par le peuple, et d'aller et d'avancer avec le peuple partout, les travailleurs, les chômeurs, les femmes. Nous, il y a des femmes qui ont fait la plus grande marche, je ne pense pas qu'il existait dans le monde depuis mars. C'est impressionnant. L'Algérie, tout le monde a peur d'islamisme. Mais il y a eu des femmes par centaines de milliers dans les rues depuis mars, pour dire dégage système. On a dit, on n'a pas dit abrogation du code de la famille, mais on a dit pour l'égalité des sexes, point. C'est tout ce qu'on peut dire, si c'est plus juste notre point de vue.
Donc voici essentiellement le message. Non, je conclue. Non, je voulais vous exprimer ça, les messages de solidarité. Est-ce qu'on se donne l'auto-organisation est importante. Nous, on ne croit pas. Je suis ni dans un parti politique, on dit aux gens, nous, on ne croit pas un parti va changer les choses. C'est de la bêtise. Il ne faut jamais chercher à polariser un mouvement, quoi que ce soit. Pour nous, c'est du non-sens. Les femmes se libèrent seules. Les travailleurs, ils font seuls. Les ouvriers, ils font seuls. Il y a un proverbe au Québec qui dit si chacun nettoie devant sa porte, toute la planète serait propre. Donc, c'est notre œuvre à nous-mêmes. Je vous remercie beaucoup et merci surtout pour votre attention. Chers amis, chers camarades, bonsoir à toutes et à toutes. Bouffe, médiocrité, ils ne savent évidemment pas parler, débiles, méprisables, abjects, abrutis, cloportes, nous dit tel syndicat de policiers, qu'ils se servent de leurs armes une bonne fois, suggère Luc Ferry aux forces de l'ordre, casseurs, graines d'assassins, et depuis 15 jours, assassins tout court. Vous l'avez compris, j'invente rien. Il ne s'agit là que de quelques-unes des formules, et seulement de que quelques-unes, de ces formules sans retenue, sans élégance, qu'utilise la pensée dominante à l'encontre du mouvement social des Gilets jaunes, qui a débuté depuis plus de 4 mois. Et vous avez capté aussi que si je devais lire devant vous l'entièreté des termes, des sobriquets, des qualificatifs qu'ils utilisent à l'encontre de ce mouvement, la soirée tout entière n'y suffirait pas, la nuit non plus, donc je ne vais pas le faire, je vous rassure, je ne vais pas plomber l'ambiance. On se demande évidemment pourquoi tant de haine, et quand on écoute certains propos, on a même franchement envie de péter les plombs. Et je crois qu'il faut éviter de leur rendre ce service-là. Il faut d'abord chercher à comprendre ce que ça traduit. Chercher à comprendre ce que ça traduit, c'est déjà comprendre qu'en réalité, ce type d'animosité du discours de leur part, en vérité, c'est assez fréquent. C'est récurrent dans les luttes sociales. Et dès que ça branle dans le manche, il y a une tradition française qui veut que du côté des classes possédantes, les masques tombent et tombent vite. Parce que le naturel revient au galop et qu'ils ont tendance, parce que c'est plus fort qu'eux, à nous dire ce qu'ils ont sur le cœur, c'est-à-dire ce qu'ils pensent de nous. Dès qu'il y a une grève un peu significative, ça arrive. C'est arrivé en 68, c'est arrivé en 36. Dans l'histoire du mouvement ouvrier de sinistre mémoire, c'est arrivé au moment de la Commune de Paris en 1871. Lorsque, vous le savez, 30 000 communards ont été massacrés par les Versaillais suite à la révolution communale de Paris qui a duré 2 mois, on a eu des grands noms, et pas des moindres, du monde intellectuel, du monde littéraire, des Flaubert, des Anatole France, des Georges Sand, des Émile Zola, contenu des propos accablants pour justifier la répression qui reste tragique 150 ans après et qui ont été mis au bout du jour par un ouvrage que je vous conseille qui s'appelle Les écrivains contre la commune de Paul Litsky. Tout ça pour dire qu'en réalité, il n'y a rien de neuf sous le soleil. C'est vieux comme le monde, c'est vieux comme la lutte de classe. Le vrai sujet, c'est pas de comprendre ce que ça vient nous redire de ce qu'ils sont. On le sait ce qu'ils sont. Ce qui est intéressant dans la discussion, c'est de comprendre ce que ça vient nous dire ou nous redire de ce qu'ils sont amenés à nous expliquer et à nous cracher au visage dans des circonstances particulières. Le vrai sujet, c'est de comprendre pourquoi, à un moment donné, ils perdent leur sang-froid. Pourquoi, à un moment donné, ils en arrivent à ça, à perdre leur propre contrôle. Et la seule explication du fait qu'ils perdent le contrôle, c'est qu'ils ont peur de perdre le contrôle de la situation. Et là, tout ce que ça traduit, cette espèce de délire verbal, c'est une peur panique, mais panique, du désordre. Et pas du désordre de la rue, parce que la rue, c'est pas là où ils traînent le plus, de toute façon. Du désordre au sens politique du terme. C'est-à-dire d'une situation qui leur échappe, qui devient folle et qui devient incontrôlable. Ce qu'a traduit à sa manière, de façon caricaturale, mais il ne faut pas lui en vouloir, il sait faire que ça, celui qui aurait aimé avoir la prestance du commissaire Javert, et qui a malheureusement que le charisme d'un huissier de justice, il faut bien le dire, c'est-à-dire M. Castaner, qui pour justifier son arsenal juridique contre soi-disant les casseurs, alors qu'on a tous bien compris qu'il s'agissait de restreindre, voire d'interdire le droit de manifester, qui pour justifier l'injustifiable en matière de répression, a dit « mais il faut quand même bien faire quelque chose contre, je cite, ces fous qui ont soif de chaos et de violence ». Lui, il fait que dire tout haut ce que les autres pensent tout bas. Il redoute une situation violente et chaotique.
Et à la vérité, ils recraignent plus cette situation parce qu'elle est chaotique que violente. Je dis ça pourquoi? Parce que les violences, ils peuvent s'en accommoder. Les violences urbaines, ils peuvent en jouer même. Si ils le veulent, ils peuvent même les mettre en scène au besoin. Tant que ça fait des images qui circulent de casse pendant 1 jour, 2 jours, 3 jours, 4 jours, avec des flashs infos, des éditions spéciales, des experts, des analystes, des consultants, des policiers. Je crois qu'on n'a jamais vu autant de policiers à la télé pour commenter les manifestations. Des fois, c'est simple, quand tu rentres de manif, t'allumes ton téléviseur, t'as l'impression que tu regardes pas la télé, que t'es déjà en garde à vue directement au commissariat. Et c'est tellement pratique pour le pouvoir, parce que ça permet au pouvoir de faire peur à des manifestants qui aimeraient manifester pacifiquement, ça divise le mouvement, ça permet au pouvoir de sommer tous les participants, de se justifier, de s'expliquer, de condamner et de condamner encore. Ça fait comme un écran de fumée, parce que quand on parle de ça, on parle pas d'autre chose, ou si peu. Et on parle notamment pas des violences policières. Et là, des experts, il y en a un à la télé qui expliquait, alors lui il paraît que c'est l'expert des Black Blocs, il a dit, les Black Blocs sont sans foi ni loi, pardon, ils n'ont qu'une croyance, la violence. Bon. Alors moi, je sais pas si l'État est croyant en la matière, mais alors qu'est-ce qu'ils sont pratiquants? On est en train de vivre un mouvement exceptionnel, absolument exceptionnel en termes de répression. Même en 68, moi j'étais pas là, mais j'ai cru comprendre qu'il n'y avait pas le début du commencement de cette répression-là. Des milliers de blessés, des centaines de blessés graves, qui ne vivront plus jamais la même vie du fait de ce mouvement-là. Parce que mutilés, éborgnés, estropiés, dont des lycéens, parce que c'est arrivé aussi devant les lycées. Pourquoi? Parce que la France est une exception. Ils aiment bien, en général, dire que la France est une exception d'Europe. Ben là, pour le coup, c'est vrai. Alors, pas que la France serait le seul pays à réprimer sa population. Ça serait. Il suffit simplement de penser, ne serait-ce qu'à eux, et on pense, on envoie un grand message de solidarité aux prisonniers politiques catalans qui sont victimes de la répression de l'État espagnol, pour savoir que c'est pas le seul peuple à le faire, comment le seul État à le faire. Mais la France est le seul État qui dote ses forces de police d'un tel arsenal de guerre dans ses missions de maintien de l'ordre. C'est le seul en Europe, notamment avec l'utilisation des LBD et des grenades de désencerclement. C'est pour ça qu'on dit, on réclame, même si ça ne plaît pas à tout le monde, même si c'est pas tendance, on le réclame comme un acte de salubrité publique, d'interdire maintenant les LBD, les grenades de désencerclement dans les manifestations et dans les partis populaires, parce que nous comprenons aussi. Ça fait aussi un écran de fumée à une autre forme de violence, parce que toutes ces violences, elles sont qu'un infime reflet, même pas déformant, même pas grossissant, simplement rétrécissant d'une violence qui est quotidienne dans la société. C'est pour ça que Castaner, faut qu'il se calme. On n'a pas soif de violence, on en est sevré, précisément parce qu'on connaît le degré de violence de la société actuelle, qui bousille des vies entières. Il y a une gilet jaune à la télé qui a poussé un cri du cœur, elle a eu raison, de dire mais arrêtez 30 secondes de nous parler du mobilier humain, du mobilier urbain, ça fait 1 semaine que vous en parlez. Parlez-nous des vies humaines, c'est pour ça qu'on se mobilise. Et c'est sans commune mesure. En effet, les injustices contre lesquelles on se dresse dans les manifestations, c'est pas qu'un concept. Camarades, les inégalités tuent dans la société française, y compris ceux qui ont parfois la chance d'avoir encore une activité professionnelle. Parce que comme on fait la même charge de travail, avec moins de mains du fait du chômage, il y a des conditions de travail de dingue. Il y a le mal-être au travail, il y a des gens qui pètent un plomb, il y a des drames au travail. Il y a 400 suicides par an liés au travail. En 2019, ça veut dire qu'il y a plus d'1 personne par jour en France qui se suicide à cause du travail. Ceux qui ont envie de faire de l'émotionnel, du sensationnel, du ressenti dans les médias, il y aurait matière à faire. 500 personnes qui meurent d'accidents du travail par an. Plus de 1000 qui meurent de maladies professionnelles à cause du travail. Le non-travail qui tue aussi, avec des études médicales très sérieuses qui estiment entre 10 à 15 000 personnes qui meurent chaque année du fait de rechercher un emploi à cause de la dépression, des maladies que ça génère. Et puis, amis camarades, la précarité, elle fait crever des centaines de personnes sur les trottoirs des plus grandes agglomérations.
566 personnes l'année dernière sont mortes sur les trottoirs, sans toit. 566 personnes dans un pays où on recense officiellement 3 millions de logements vacants, inoccupés, notamment par des grands groupes qui font exprès de spéculer sur des mètres carrés qui sont laissés vacants. 3 millions d'un côté, 566 de l'autre. On va pas dire quand même qu'on ne pourrait pas les sauver, ces personnes-là, alors qu'il y a une loi qui existe et qui stipule qu'on doit réquisitionner les logements vides pour que ça n'arrive pas. Sauf que même que pour appliquer ce type de loi-là, même quand c'est la loi, parce que tant que ça remet un tant soit peu en cause le sacro-saint droit de propriété capitaliste, ça commence à bégayer, et ben ils ne le font pas. Autant vous dire que chacune de ces vies, si elle valait l'équivalent d'une vitrine de banque, ça fait belle lurette qu'elle serait indemnisée, qu'elle serait protégée ou qu'elle serait réparée. Sauf que c'est pas le cas. Non seulement nos vies valent moins que leur profit, mais certaines de nos vies ne valent même pas l'équivalent d'une façade de magasin. Vous dire à quel point la violence, ils peuvent s'en accommoder. Non, ce qu'ils redoutent dans le contexte, c'est l'aspect chaotique de la situation. Et ouais, c'est vrai, ça a été olé olé. Moi j'ai une séquence en traite très particulière, notamment début décembre, la manif du 1er et du 7 pour ceux qui s'en souviennent, où on avait en plus des manifestations du samedi, le mouvement lycéen, le mouvement étudiant, ça commençait à sentir bon. Comme bon nombre d'entre vous, j'en ai fait des manifs, mais comme celle-là, jamais. Jamais. Quand je me suis rendu à la gare Saint-Lazare, à l'appel du comité Adama Traoré, il faut aussi leur rendre cet hommage-là, parce que c'est eux qui ont poussé à la convergence des luttes dans ce domaine-là, avec le collectif Intergare des cheminots. Ben, je suis arrivé à Saint-Lazare, d'abord j'ai pas compris, il n'y avait personne. Puis tout à coup, j'ai vu des cheminots débouler de nulle part. Le comité Adama était déjà au bout de l'avenue, parce qu'il y avait déjà trop de monde. Et le temps de les rattraper, on a vu d'abord des dizaines, puis des centaines de gilets jaunes. Elle a eu lieu, la jonction. Moi, je l'ai vue. Et quand on s'est engouffré dans la rue de Rivoli, là, on était des milliers à crier « Emmanuel Macron, on va venir te chercher chez toi ». À ce moment-là, il s'est passé quelque chose. Moi, je l'ai ressenti. Parce que quand on arrive et quand on va au contact, pas une fois, pas deux fois, mais voilà les fois, avec les forces de l'ordre, et que malgré les canons à eau, les gaz, les grenades, on continue à y aller, et que les militants comme nous, on se dit on va chercher un autre itinéraire, et que les manifestants viennent nous chercher, ou plutôt nous suivent pas, en disant non, nous on va là-bas. Et là-bas c'est où? C'est pas les Champs-Élysées, c'est même pas le Fouquet's, c'est l'Élysée tout court, pour aller réclamer des comptes à Macron. Alors moi je suis pas un expert en la matière, mais je peux vous dire qu'à ce moment-là, il y a eu un climat semi-insurrectionnel. Je me suis dit, moi, à titre personnel, le jour de la Révolution, ça ressemblera un petit peu à ça. Tout ça pour dire que dans le camp d'en face, plutôt que de nous vanner sur l'infiltration des manifestations, ce que j'aime bien vous dire, on est tous des infiltrés de quelqu'un, infiltrés par des casseurs, professionnels du désordre, il ferait bien de réfléchir à leur degré d'exfiltration potentielle. Castaner, déjà dernière fois, c'était limite, parlait un peu trop fort l'Arc de Triomphe, il y a son service d'ordre qui a pu le retirer. On a eu Griveaux qui vient de quitter le gouvernement, qui a eu le droit, je peux le dire sans risquer le procès, c'est sa formule, à une journée porte ouverte de son ministère depuis janvier. Et on a eu surtout, et ça c'est une information tout à fait réelle et tout à fait recoupée, et elle est fascinante, ils ont élaboré, je n'invente rien, un plan début décembre d'exfiltration d'Emmanuel Macron de l'Élysée par hélicoptère. Est-ce que vous vous rendez compte de ce que ça signifie? Non mais c'est énorme. Ça veut dire qu'il y a un état-major militaire et policier qui a dû se réunir pour élaborer ce plan. Et puis ensuite, et c'est là où moi j'aurais payé n'importe quoi pour être présent, histoire de voir sa tête, il a fallu lui dire, lui glisser à l'oreille, Manu, si ça se passe mal, dans la cour, tu vas tout droit, il y a un jardin et il y a un hélicoptère qui va te prendre. Mais comment voulez-vous que consciemment ou inconsciemment, on ne retisse pas les fils invisibles de l'histoire qui nous ramène aux expériences révolutionnaires du passé, même celles de 1789, bien sûr qu'on y a pensé, aux Santinotes, qui avaient le château, pour chercher le roi, aux fruits d'avortés, de Louis VII, en juin 1791, qui fuyait le palais des Tuileries. Ça a été tendu à ce moment-là. C'est pour ça que tous ceux qui vilipendent, comme ça, d'un revers de la main, super méprisant le mouvement des Gilets jaunes en disant ouais, de toute façon c'est chaotique, ils comprennent pas un truc. C'est que ce mouvement, c'est que l'expression, qu'une des expressions les plus spectaculaires
de l'état réel de la situation de la société française, qui a en effet pris au piège d'une situation chaotique, durable et profonde. Durable, ça veut dire quoi? Ça veut dire que si ça s'est passé il y a quelques semaines, ce que je vous expliquais, ben ça veut dire que ça peut se reproduire à n'importe quel instant et reprendre tout le monde de court. Pour les mêmes raisons. Il faut quand même se souvenir d'où il vient Macron à la base, hein, en juin. En juin, il avait réussi à faire passer 2 contre-réformes libérales et pas des moindres. Contre 2 secteurs très combatifs de la contestation sociale, les étudiants avec Parcoursup, les cheminots avec la SNCF. En prime, il a la baraka, il y a le mondial, il y a la France qui gagne. On le voit partout dans les tribunes, dans les gradins, dans les vestiaires, limite sur le terrain. Bref, la popularité au top. Il a une autoroute devant lui. 4 mois après, oh, seulement 4 mois après, on le retrouve dans le contexte que je vous décrivais, au sommet d'un château de sable qui manque de s'effriter à chaque instant. C'est-à-dire, il se retrouve rattrapé brutalement par la réalité de la situation française, qui évolue sur des sables mouvants, qui rebondit et qui peut rebondir de nouveau à chaque instant. C'est pour ça que tous ceux, et ils ne se fatiguent pas eux, qui à la fin de chaque mois, voire à la fin de chaque semaine, nous annoncent la mort programmée du mouvement des Gilets jaunes, se plantent un doigt dans l'œil, ils n'ont rien compris. D'autant plus qu'on a déjà des perspectives face à nous. On va avoir 3 éléments qui vont se télescoper, qui risquent d'être un peu explosifs pour le pouvoir. D'abord, la fin du grand débat, enfin du grand monologue présidentiel. D'après un fan que j'ai entendu à la radio, M. Macron aurait déployé des secrets de, je cite, pédagogie et d'explication. C'est-à-dire qu'il nous aurait expliqué d'après lui ce qu'on n'aurait pas compris. Il se serait tué à nous réexpliquer ce qu'on n'aurait pas entendu. Ce qui me fait toujours penser à cette formule à l'acide et savoureuse de Jacques Prévert qui dit « Quand quelqu'un se tue à vous expliquer quelque chose, laissez-le mourir. » On va laisser se tuer à nous réexpliquer puisqu'il va jouer les provocations et il ira même jusqu'au tir au but s'il le peut. Soit, mais il a un gros problème. C'est qu'on sait que ça va rien donner. Ça va être la montagne qui accouche d'une souris. Elle sera même pas verte, il n'y aura aucun cadre la pluie, ça va énerver tout le monde, ça va ressaisir la mobilisation. Ça va s'ajouter à une chose, les élections européennes, qui sans être des élections historiques, ont d'ores et déjà un caractère un peu particulier, parce qu'on va connaître en réalité une élection express, qui va pratiquement pas parler d'Europe. C'est rare qu'à aussi peu de temps d'élection, on ait aussi peu de listes complètement constituées. Alors vous savez, nous, NPA, malheureusement, on n'a pas réussi à récolter les sommes qui nous permettraient de nous présenter, parce que même ça, ça a un coût dans la société capitaliste, et ça retombe toujours sur les mêmes. Mais je tiens à vous rassurer, on va retrousser les manches, on va mouiller la chemise, et on a bien l'intention de nous faire entendre, malgré tout, dans ces élections, pour faire entendre notre voix anticapitaliste et internationaliste, et les revendications de rester orphelins de cet espace-là. Et à ça, va peut-être s'ajouter un 3e élément. Alors celui-là, je supplie qu'il ait lieu. Je supplie qu'il ait la riche idée d'organiser au même moment un référendum. Ouais. Parce que quelle que soit la question qu'il va poser, ça sera croustillant. Parce que vu le contexte, même s'il nous demandait si la Terre était ronde, moi je le dis à titre personnel, j'aurais envie de répondre qu'elle est plate tellement on lui fait plus confiance. Ça sera explosif. Ça sera de toute façon un rebond face à nous, et il s'agit de le préparer avec tous ceux et toutes celles qui veulent continuer à se battre contre le gouvernement et à dire à tous ceux qui annoncent sur tous les plateaux télé que le mouvement est terminé, bah qu'en réalité c'est le pouvoir qui est en ballottage, et pas simplement électoral, mais en ballottage constant. Parce que ce chaos est durable, et qu'il est profond. Il est profond parce qu'il percute toute la société française. Et en fait c'est ça l'histoire, l'historique du mouvement des Gilets jaunes. C'est ça. C'est quoi le mouvement des Gilets jaunes? C'est la rencontre entre une explosion sociale qui est venue du bas de la société et qui a rencontré un appel d'air issu du haut de la société, qui est venu par les failles qui fissurent le pouvoir qui est en place et qui est en crise. Ça a fait un appel d'air, comme un coup de grisou. On a parlé de, vous savez, la goutte d'eau qui fait déborder le vase. Je crois que ce n'était pas la bonne image. Ça a été une étincelle sur un baril de poudre. C'est venu des tréfonds de la société. Et notamment avec un secteur du monde du travail qui s'est politisé en un temps record. Record, et qui n'était pas forcément le secteur du monde du travail le plus organiquement lié au mouvement ouvrier. C'est pour ça qu'au début il y a eu des hésitations. Sauf que la lutte de classe, elle sécrète ce qu'elle sait faire d'elle-même, sans gentil professeur pour le faire. C'est sa vertu émancipatrice, d'eux-mêmes et d'elle-même. Et c'est l'acquis du mouvement, quoi qu'il en soit, quoi qu'il se passe.
On a eu des dizaines, des centaines de milliers de personnes sur les ronds-points, dans les assemblées, dans les manifestations, les tentatives de coordination qui existent, qui ont appris en 4 mois ce qu'on apprend d'ordinaire dans une vie tout entière et qui sont devenus méconnaissables. Et c'est important que ce secteur du monde du travail ait pu exprimer sa colère sur des bases sociales plutôt que de ressasser sa colère sur les bases de la crainte, de la peur et notamment la peur de l'autre, parce qu'on sait à quel point le Front National engrangeait des voix sur ce terrain-là. Et cette détonation sociale, elle a pare-choqué le pouvoir, qui était en crise avant le mouvement, on oublie de le rappeler, du fait de son historique, de la fragilité de sa majorité, du fait aussi quand même des affaires, et pas des moindres, et puis des affaires qui durent. Je pense notamment à l'affaire Benalla, qui est un scandale d'État et qui risque de les coller comme un sparadrap pour longtemps, du fait de l'ADN du pouvoir macroniste, du fait de l'ADN de Macron. Je vous parlais de l'arrogance de classe qui peut virer à la haine de classe quand ça chauffe chez certains écrivains. Bon, la chance c'est que Macron il n'est pas écrivain, mais lui il n'a même pas besoin que ça chauffe pour tout de suite parler très très mal et être bourré de suffisance. Et ça causera sa perte à un moment ou à un autre, soyez-en sûrs. Je vous dis ça parce que quand on entend parler tout le temps, on se dit putain mais on aimerait qu'on lui coupe le micro. Je vous invite à faire comme moi, faites-vous violence. Et pensez à une chose, c'est que Macron, parfois, est plus efficace tout seul que tous les militants du mouvement ouvrier réunis pour faire descendre les gens dans la rue, tellement ça se voit qu'ils ne nous aiment pas. Les illettrés, les gens qui ne font rien, les premiers de cordée, le chômeur qui doit traverser la rue pour trouver de l'emploi, quoi d'autre, les enfants. On appelle tout le monde les enfants dans les assemblées, vous avez vu? Moi je rêvais du moment où il y en a un qui se lève en disant écoute, déjà je te considère à peine comme mon président, t'es encore mon père, calme-toi. Non, ils continuent. La semaine dernière, on a eu Geneviève Leguet, la militante d'attaque, vous savez, de Nice, qui a été victime d'une charge policière. Il a loupé une occasion supplémentaire de se taire. Je vous passe de côté l'aspect sordide, est-ce qu'elle est tombée toute seule, est-ce qu'elle n'a pas été percutée par quelqu'un? S'il y a eu un mouvement de foule, c'est parce qu'il y a une charge de police. S'il y a une charge de police, c'est parce qu'il y a une décision politique pour le faire. Parce que le pouvoir s'y entend bien aussi pour résumer le conflit en tête-à-tête entre les manifestants et les forces de l'ordre. Si Geneviève est tombée dans le coma la semaine dernière, c'est simplement du fait d'une décision politique qui a été revendiquée par Macron et Castaner. Donc ils pouvaient au minimum se taire, plutôt que d'inviter la famille à la responsabilité et au sens de la sagesse comme il a osé le faire à ce moment-là, ce qui est particulièrement indécent. Ça a un impact sur nous, sa suffisance sociale, mais ça a un deuxième impact, un deuxième effet qui se coule, lié à l'oligarchie sociale, qui là, pour le coup, devrait être satisfaite de la politique de Macron, parce qu'il y donne beaucoup d'énergie. Mais je crois, c'est pas là où j'ai le bras le plus long, que son attitude, ça inquiète, et ça suscite même une espèce de démystification en acte. Parce que pour les classes dominantes, c'était rassurant, Macron, c'était un peu leur acte 2 à eux, pour la 5ème République. C'était l'espoir qu'il y avait une nouvelle ère qui débutait, qu'en changeant radicalement le personnel, on pourrait nous faire croire à nous que les règles du jeu avaient changé. Et là, ils sont peut-être en train de comprendre, même de leur point de vue, qu'en guise d'acte 2, ça peut être peut-être le prologue de cette 5ème République, qu'on finissait pas de mourir. Et bien sûr que la crise politique qu'on connaît, elle dépasse largement la crise de la 5ème République. Et pour être tout à fait honnête, cette crise de représentation politique, elle dépasse aussi largement le cas Macron. On ne fait pas une fixette à ce point-là sur son cas, même s'il l'aime. C'est une crise internationale qui renvoie à l'état du système dans lequel on est, à une crise maintenant totalisante, qui est une crise sociale, politique, économique, écologique, culturelle, morale, qui renvoie elle-même à une crise structurelle du système capitaliste international, qui est peut-être en train de rentrer dans une phase inédite de son développement. On le sent bien qu'on vient de basculer la phase de la mondialisation libérale telle qu'on l'avait connue, on est en train d'en sortir, qu'on revient à des phases un peu protectionnistes, de compétition entre les États, que la mondialisation capitaliste a déjà fait un peu le tour du monde, que du coup elle tourne en rond, que du coup les mouvements de capitaux s'agitent frénétiquement, cherchent des marchés solvables, des acheteurs, et ils n'en trouvent pas forcément. Et par voie de conséquent, les contradictions inhérentes à la crise de surproduction du système capitaliste ont tendance à exploser. C'est ça qui explique la versatilité du système politique en France, en Europe, dans le monde, qui se traduit quasiment partout, vous le verrez, par le fait que les principaux partis institutionnels qui tenaient le système sont sanctionnés, discrédités, désavoués, voire disparaissent. C'est dans cette phase d'instabilité profonde dans laquelle on va évoluer pour les prochains mois, les prochaines années. Et il faut s'y habituer.
Une situation chaotique, ça veut dire quoi? Je crois que ça, il va de la politique comme du reste. Et c'est là où il y a une responsabilité que nous, à NPA, on voudrait vous convaincre, de vous aussi, si ce n'est pas le cas encore, mouillez votre chemise. C'est le moment d'agir. Parce que les chaos, soit c'est des chaos fondateurs, soit c'est des chaos destructeurs. Alors humblement, à la hauteur de ce qu'on pèse, on ne va pas tout faire. Mais si on a tous et toutes l'espoir, on veut cet espoir, on veut garder l'espoir qu'il y a un chaos fondateur, alors ça signifie que tout de suite maintenant, dans le cadre du mouvement, il faut obtenir une victoire sociale et politique fondatrice, clairement identifiée, en engrangeant ce qui a déjà été gagné, même s'il ne comptait pas en décembre. Ça signifie en effet d'affiner la stratégie des luttes et de redonner des objectifs aux mobilisations. La stratégie des luttes, et là je crois qu'il y a quand même des bonnes nouvelles, c'est que la fameuse convergence des luttes, c'est plus qu'un slogan. Il y a quand même un chemin qui a été parcouru depuis Nuit debout, les mobilisations contre la loi travail. Il y a des équipes du mouvement syndical, du mouvement social, qui ont appris à se connaître, et c'est pas simple. Des fois, c'est passé par des clashs, par se dire la vérité. Des équipes syndicales, et les camarades postiers du 92 en savent quelque chose, et je les salue ce soir. Avec d'autres équipes syndicales de la CGT, par exemple, ça arrive ailleurs. Des militants des quartiers populaires. Avec le mouvement social, ça passe aussi par des clashs. De l'écologie radicale, du zadisme, de la lutte contre le réchauffement climatique, des équipes féministes, internationalistes, j'en passe, et des meilleurs. Et puis là-dedans, dans tout ça, des militants politiques de différentes organisations. De la France Insoumise, de Lutte Ouvrière, des militants libertaires, du Parti communiste, du NPA, des militants anarchistes, des militants qui sont dans les collectifs, qui font de la politique au bon sens du terme, sans être encartés, et qui se disent on retrouve systématiquement au quotidien. Il faudrait quand même qu'on arrive à se retrouver ensemble une bonne fois pour toutes pour se faire entendre, pour que le mouvement ouvrier soit à la hauteur, mais simplement à la hauteur de ce qui se passe. Et pardon de le dire, sans m'énerver, mais le mouvement ouvrier traditionnel n'est franchement pas à la hauteur de ce qui se passe les samedis dans ce pays. Alors je sais, on me l'a dit 10 000 fois, les mouvements d'ensemble dans l'histoire, ils n'ont jamais été appelés par le haut. Soit, mais le 13 mai 68, face à la répression, l'évacuation de la Sorbonne, la nuit des barricades, les centrales syndicales ont appelé au moins le minimum une journée de grève générale. On n'y a toujours pas eu droit, alors que c'est pourtant d'actualité. Je regrette pas tout de suite. Ça s'appelle une grève générale. Mais ça implique aussi de donner des objectifs politiques à la lutte. Je dis ça parce que je l'entends autour de moi, au boulot, des fois de temps en temps dans la rue, gens qui disent mais ok c'est bien mais qu'est-ce qu'ils veulent maintenant les gilets jaunes? Bah moi je sais pas, je suis pas porte-parole des gilets jaunes, mais de ce que j'en comprends, c'est qu'ils veulent ce qu'ils veulent depuis le départ. La même chose, une répartition des richesses qui permettrait de, par exemple, financer les services publics pour que tout le monde ait le droit à la santé, à l'éducation, à un toit, le fait de se nourrir. Toutes ces choses élémentaires, c'est aussi simple que ça a été une fronde contre la vie chère, pas pour le pouvoir d'achat, la formule, vous savez, la seule formule où on reconnaît du pouvoir, c'est celui de consommateur ou d'acheteur. Le restant du temps, on n'a jamais de pouvoir. Non, c'était une fronde contre la vie chère. Grâce à ce mouvement, il y a des revendications politiques et sociales qui étaient tabous qui sont revenues à l'ordre du jour. Augmenter les revenus, augmenter les salaires, augmenter les allocations, augmenter les pensions de retraite. Reprenons les 10% du PIB que les capitalistes nous ont volés, qui permettraient d'augmenter tous ces revenus de 300 € net par mois, en rétablissant, ou plutôt en établissant d'ailleurs, et c'est pas secondaire, l'égalité salariale entre les hommes et les femmes. Par exemple, ces mesures de répartition des richesses, c'est pas que des mesures de justice fiscale. Même si ça passe par ça, il ne s'agit pas simplement de dire où on va prendre l'argent, on va le prendre dans les profits, dans les dividendes, dans la spéculation boursière, ok? Mais il faut dire comment on va prendre l'argent. Et ça implique de chercher à prendre la main sur le mécanisme qui assure la redistribution des richesses. Prendre la main sur ce qui permet de financer, d'alimenter nos projets, nos réalisations et de satisfaire nos besoins sociaux. Prendre la main sur le nerf de la guerre, l'argent, la monnaie, le crédit, en prenant la possession publique du service public bancaire. C'est ça la question posée, en expropriant les capitalistes de ce secteur-là. Elle est là la question stratégique. Et quand on voit le début de commencement de discussion politique au moment des européennes, quand il s'agit de parler des banquiers, on l'avait pronostiqué dans cette salle il y a quelques mois, on ne s'est pas planté, il suffit de lire les programmes, c'est caricatural. Quand on parle des banques, entre les listes en présence, vous avez un débat qu'oppose des courtiers, des commissionnaires, des placiers, à des apprentis douaniers et des gardes frontières. Chacun vante les mérites de sa devise. Et nous, on préfère le dire tout net, que ce soit en francs ou en euros. Si l'argent
reste entre les mains de la même clique capitaliste de banquiers, il n'y aura pas de salut. Bien entendu que les critères politiques d'appartenance à l'euro sont contradictoires avec la répartition des richesses. Mais les critères monétaires nationaux font exactement la même chose. Bien sûr qu'il est gravé dans le marbre, dans les traités européens, le fait que les pouvoirs publics ne sont bons qu'à renflouer les banques privées pour qu'elles spéculent sur les déficits publics. Raison pour laquelle il faut sortir de ces traités-là et les combattre comme on l'a toujours fait, d'ailleurs. Mais il y a les mêmes lois en France, notamment depuis 1973. L'option, c'est ni cette Europe-là dont on ne veut pas, dont on ne veut plus, parce que c'est celle des capitalistes et des banquiers, mais c'est pas le repli nationaliste et chauvin. C'est que les peuples s'organisent démocratiquement entre eux, l'Europe des travailleurs, des exploités, des opprimés, quelle que soit leur forme de discrimination, pour qu'on se partage enfin le meilleur, avec un salaire minimum européen, avec une loi d'interdiction des licenciements à l'échelle européenne, avec des services publics à l'échelle européenne, dans les transports, dans l'énergie, comme Christine l'a dit, pour lutter contre le réchauffement climatique, avec un droit à l'avortement effectif dans tous les pays de l'Europe, avec des peuples qui s'organisent démocratiquement, non pas en étant renfermés sur eux-mêmes, mais ouverts sur le monde, c'est-à-dire solidaires en effet de la mobilisation du peuple algérien, qu'on tient à resaluer, qui vient nous rappeler ce que l'histoire nous avait enseigné, qu'on avait fini par oublier, c'est que quand un peuple est uni, se lève, il peut déplacer des montagnes. C'est ça que ça vient nous redire. De peuples organisés démocratiquement qui soient solidaires de la lutte du peuple palestinien, de la résistance du peuple turc, et j'en oublie encore. Et surtout, de peuples organisés démocratiquement qui n'acceptent pas, ne tolèrent pas, ne toléreront jamais que la Méditerranée soit ce cimetière ignoble, anonyme, cette honte pour l'histoire de la civilisation. Cette mer dans laquelle 17 000 personnes qui fuyaient la misère, le chaos, la barbarie, sont mortes depuis 2014. Alors des récits qui viennent nous rappeler l'actualité terrible de ce que signifie le sort des migrants, il y en a plein. Moi, il y en a un qui m'a ému aux larmes il y a quelque temps. C'est le sort de ce jeune Malien qui est mort en avril 2015, comme 1000 autres migrants, et qui, comme seule richesse sur lui, comme seul sésame, comme seul passeport, avait son bulletin de notes qu'il avait cousu ou qu'on lui avait cousu sur son blouson. C'était son seul espoir pour s'en sortir, histoire de rappeler à toutes ces belles âmes qui dissertent sur il y a trop d'immigrés, qu'il y a des vies, des vécus derrière tout ça, et que oui, même si on n'est pas candidat dans les élections, nous on continuera à revendiquer la liberté de circulation, d'installation, le droit d'asile et la régularisation du pays sans papier. Ce serait dommage de se regarder le nombril à un moment où l'internationalisme revient au bout du jour par le biais des mobilisations sociales, et notamment par le mouvement de la jeunesse sur le climat, qui donne, à mon avis, des espoirs à tout le monde. Pour conclure, je dirais que, et répondre à M. Castaner, ce mouvement, il n'a pas soif de chaos et de violence. Il a soif de justice sociale et de démocratie, mais d'une démocratie authentique. Pas simplement le droit d'être consulté de temps en temps. Si c'est ça le RIC, il n'y aura pas le compte. Ça doit être autre chose, qui doit nous permettre d'accéder au pouvoir, d'avoir le pouvoir, et de le partager entre tous. Pas simplement d'une démocratie qui pense que le monde politique ne nous ressemble pas, et qu'il faut le déprofessionnaliser. Non, une démocratie qui fonctionnerait du bas vers le haut, à l'inverse de ce qui existe actuellement. Et puis d'une démocratie qui nous rappelle cette lapalissade subversive, c'est que ce devrait être le pouvoir à la majorité. Et ça, c'est subversif à un moment, précisément, où on arrive à une fin de cycle de la mondialisation capitaliste. Si notre destin est écrit par ceux qui tiennent la plume actuellement, c'est-à-dire les marchés capitalistes, on va droit au chaos. Il faut que ça soit pas au peuple, mais au peuple organisé tous ensemble, d'écrire ce destin-là. D'autant plus qu'il y a urgence, Christine en a parlé, à juste titre. Il y a le feu au lac, le cours de l'humanité du fait du productivisme et du capitalisme est méchamment sorti de son lit depuis quelques années. L'humanité est en train de laisser une empreinte indélébile à peu près à tout ce qu'elle touche. Raison pour laquelle, en effet, c'est la question du changement de société qui est posée, du changement radical de société, du changement révolutionnaire de société, et on l'assume au NPA. Il y a un tarté à la télé la dernière fois qui expliquait qu'en fait, derrière les gilets jaunes, il n'y avait plus que des drapeaux rouges et des drapeaux noirs tenus par des personnes cagoulées. À celui-là, je voudrais dire haut et fort, je ne suis pas cagoulé. Mon drapeau, il est rouge.
Je mets plein de noir si vous voulez l'intérieur et plein d'autres couleurs, mais je suis fier de le porter. Je suis fier avec mes camarades d'être anticapitaliste, internationaliste, révolutionnaire, de chercher ensemble à inventer une autre société que cette société de dingue. Une société qui soit débarrassée de toutes les inégalités, de toutes les injustices, de toutes les servitudes. C'est ça notre projet de société qu'on fait vivre dans les semaines et dans les mois à venir. Et comme mot de la fin, je voudrais, en ayant une pensée particulière pour un camarade du NPA qui nous a quittés à Beauvais, Gabi, qui travaillait chez Bosch, et qui, jusqu'aux derniers instants de sa vie, pensait à la vente du journal le dimanche matin et à la prochaine réunion publique qu'il allait tenir. Je voudrais citer Pablo Neruda, un grand poète, qui disait la chose suivante: nos ennemis peuvent couper toutes les fleurs du monde, mais ils n'auront jamais la maîtrise du printemps, parce que le printemps est inéluctable. Le printemps est, reste et restera inéluctable. On va continuer le combat tous et toutes ensemble, pour Gabi, pour Jean-Marie, pour tous les autres. Je vous remercie.